donc on est dans le cours sur le bonheur, on continue notre cours sur le bonheur, et il était question d'aller voir du côté du désir. Est-ce qu'on pouvait trouver le bonheur du côté du désir dans la recherche, dans la quête euh, que nous propose le désir? Je rappelle, le désir, hein, c'est ce mouvement vers un objet, vous visez un objet que vous représentez mentalement comme eh bien, répondant à un manque que vous avez senti. Bonjour. Donc ça, c'est le désir. Ok. Et nous, on penserait que le bonheur accompagnerait le désir, accompagnerait la satisfaction du désir. On avait fait une distinction que je rappelle là 2 secondes, hein, c'est la distinction entre vouloir et désirer, entre deux types de volonté et de vouloir. Hein. Vouloir, ça peut avoir le sens général qu'on utilise dans la vie de tous les jours, hein, le mouvement d'un individu vers une chose, qu'on assimilerait plus au désir, et le sens restreint, rationnel, philosophique, etc., d'une volonté désintéressée de la raison qui veut le bien et qui veut pas forcément le désir. D'accord. Quand j'ai envie de boire, de fumer ou de faire des choses comme ça qui vont satisfaire un désir sensible, euh, quand j'ai envie de ces choses-là, je ne les veux pas lorsqu'elles nuisent en même temps à ma santé. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on désire, mais qui finalement, en fait, nous procurent plus de peine, de douleur sur le long terme, en fait, ou sur notre santé, qui sont néfastes pour nous. Il y a des choses qu'on désire et qui font plaisir, mais qui sont néfastes pour nous. Et on va combattre ce désir-là grâce à la puissance de la volonté qui dira non au désir et oui, eh bien, à la raison qui dira bah, faut faire comme ça. Ok. Bon, on va poursuivre donc ce questionnement sur le désir et se demander mais qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour éviter le piège des désirs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être sûr d'aller vers le bonheur et pas vers le désir, puisqu'en fait, l'impression qu'on mélange les deux et que quand on vise trop le désir, eh bien, on va vers des satisfactions et des plaisirs qui sont assez courts, mais qui ne provoquent pas le bonheur. Bon. Eh bien, moi, ce que je vais essayer de voir avec vous, c'est ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire pour maîtriser ces désirs, les contrôler, comment est-ce qu'on peut faire pour être, voilà, pour être le pilote, d'accord, et pas être manipulé, être la marionnette de ces désirs. Et comment est-ce qu'on peut faire du coup pour atteindre le vrai bonheur? Quel serait le vrai bonheur par rapport à un bonheur illusoire dans le désir? Ok. Donc ça c'est le programme. Et je vais utiliser un courant de pensée en philosophie qui s'appelle le stoïcisme, ou on dit aussi les stoïciens. Ce courant de philosophie, on va le voir, hein, il permet de donner une tentative de réponse, une réponse possible à notre question. J'aurais pu en prendre d'autres, j'ai choisi celle-là, qui me paraît intéressante. Ok. Bon, j'avance. Attendez, ouais. Donc, le constat qu'on fait, hein, c'est que tout dans notre vie nous échappe, et d'ailleurs c'est même le problème du désir. Le problème du désir, c'est que on prend nos désirs pour des réalités, sauf que la réalité nous échappe et ne se plie jamais à la réflexion mentale, la préparation que les attentes du désir. Ok. Donc, tout dans notre vie nous échappe, pourtant nous persistons à désirer des choses qui sont au-delà de nos capacités. C'est le propre du désir, c'est le mouvement naturel du désir que de vouloir des choses qui dépassent les capacités de l'être humain. Alors, c'est pas mal parce que ça nous permet justement de nous dépasser nous-mêmes. Hein, on peut tout à fait y voir un aspect positif du désir là-dedans, en disant, bah, justement, c'est ce qui nous permet de dire non, je ne veux pas l'état des choses tel qu'il est là tout de suite, parce qu'il est injuste, parce qu'il ne me satisfait pas, parce que j'ai pas envie de me reposer sur mes lauriers, etc. Je veux plus, je veux me dépasser, je veux être meilleur, etc. C'est aussi ça, c'est aussi grâce au désir qui nous permet ça. Mais le problème, c'est que on désire souvent des choses qui sont hors de notre portée, et ça nous procure beaucoup de malheur et de déplaisir. D'accord. Et ça, c'est vraiment un point important pour comprendre la réponse des stoïciens, parce qu'elle va se baser là-dessus, sur le fait qu'il va falloir éviter le plus possible de désirer ce qui est hors de notre portée. D'accord. Bon. Donc, tout dans notre vie nous échappe et pourtant nous persistons à désirer des choses au-delà de nos capacités. D'accord. Pourtant, on persiste à se comporter comme si tout ce qui nous entourait obéissait à notre pensée, comme si la réalité était en adéquation avec notre volonté,
ou avec nos désirs, et absolument pas, en fait. La plupart du temps, en fait, c'est à nous de nous plier à la réalité. D'accord? Bien. Le désir ne serait donc pas compatible avec le véritable bonheur, c'est la conclusion à laquelle on est arrivé la dernière fois. Hein. Comment résister à l'attrait du désir? Comment combattre sa forme la plus dangereuse qu'est la passion? On le rappelle, euh, passion ne signifie pas le sens qu'il a dans la vie de tous les jours, du loisir, de ce qu'on aime faire, de notre temps libre. Non. Passion en philosophie, en fait, désigne eh bien, cet état où on est la marionnette de nos désirs, où les sentiments sont tellement forts et puissants, eh bien qu'on les subit. D'ailleurs, passion, ça vient de pathos, de verbe pâtir, subir. Nous subissons plus que nous agissons. C'est le désir qui est maître et nous qui sommes suiveurs, esclaves. D'accord? Ça, c'est la pire des situations pour le désir. D'accord? C'est une passion qui nous asservit, qui nous rend esclaves. Comment est-ce qu'on résiste à la séduction du désir? Parce que le désir, il nous occupe tous les jours, hein, tout le temps. On est toujours euh, les yeux rivés sur le désir, à vouloir toujours pourchasser, être toujours dans cette chasse du désir. Comment est-ce qu'on résiste à ça et qu'est-ce qu'on fait à la place? C'est pas forcément évident. Eh bien, le stoïcisme, ça s'écrit comme ça du coup. Le stoïcisme, c'est un courant de pensée en philosophie qui propose un guide, une façon de vivre, de se comporter, de réfléchir, un ensemble pratique théorique qui permet d'éviter ce malheur-là, et puis le malheur en général. D'accord? Il s'agit d'une philosophie au sens donc qui est au sens le plus fort. On peut entendre par philosophie en fait un gars qui écrit des bouquins sur ce que qui fait une théorie du monde en disant bah voilà la vie c'est comme ça. Voilà, il fait une théorie. Bon. Mais la philosophie c'est pas qu'une pensée théorique, c'est également une vie pratique qui doit découler de ce qu'on a dit euh, du monde dans le bouquin. D'accord? À la base c'est comme ça. D'ailleurs, enfin quand je dis à la base, c'est-à-dire que en fait il y a un bouquin de philo de Pierre Hadot qui parle des différents courants et des écoles philosophiques au tout début de la philosophie, donc en Grèce, et il insiste là-dessus, il était célèbre pour ça, c'est que la particularité des premiers mouvements en philo, c'était de justement pas être que de la théorie, mais également de proposer des exercices de pratique. D'accord? J'en donnerai quelques-uns d'exemples qui sont donnés. Des exercices pratiques. D'accord? Pour pas faire de la philo assis sur une chaise à écouter un prof, mais faire de la philo en vivant, quoi. En faisant des actions. Faire de la philo, c'est vivre. D'accord? Le but de la philo, c'était d'abord d'apprendre à vivre, en fait. Le mieux possible. Bon. Ce qu'on appelle la pensée conséquente aussi, c'est-à-dire que je ne fais pas que de dire qu'est-ce que devrait être le réel. Je ne fais pas que de dire quelle est la vérité des choses, mais j'agis en conséquence, je règle mon attitude et mes actions sur mon discours. C'est-à-dire que ce que je dis et ce que je fais, eh bien c'est la même chose. Il y a une adéquation, il y a un lien entre les deux. Ok? Bon, c'est ça le sens de la philosophie au sens le plus fort, hein, c'est l'alliance d'une pensée théorique à un mode de vie pratique. Bon, bien. Donc le stoïcisme, c'est ça. Alors le stoïcisme, pour faire un peu d'histoire hein, très court, hein, c'est qu'on peut le dater du 4e siècle avant Jésus-Christ avec un penseur Zénon de Kition. C'est un mouvement après qui a été repris par plein d'auteurs différents. Le stoïcisme n'est pas un mouvement qui a été unifié autour d'un penseur comme Zénon de Kition et tout le monde aurait repris sa doctrine. C'est pas vraiment ça en fait. C'est des penseurs qui se sont suivis et qui vont s'accorder sur certains grands principes, mais c'est pas un mouvement de philo où tout est écrit noir sur blanc et chacun répète ce qui a déjà été écrit. D'accord? C'est pas un truc dogmatique. D'accord? C'est vraiment une certaine façon de penser liée à quelques grands principes, mais le reste c'est bien l'auteur qui va enrichir la pensée stoïcienne avec ses propres réflexions à lui. Ok? Bon. Il faut comprendre
comment fonctionnent nos représentations. Ça, c'est le premier enseignement des stoïciens. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait quand on a un rapport avec un objet. Parce que vous savez, je vous avais dit que le désir, ça commençait avec se représenter un objet. Vous avez vous manquez de quelque chose, et donc vous représentez un objet qui va pouvoir permettre de faire votre quête, de faire votre travail. Je reviens juste tout en arrière pour vous montrer. Hein. Le désir, c'est ces étapes-là. Okay, et donc, les stoïciens disent qu'il y a un petit problème dans la conception de l'objet mental. Et ce problème-là va nous causer beaucoup de soucis. Donc il va falloir faire en sorte qu'on conçoive les objets de manière la plus adéquate possible, la plus précise possible, pour pouvoir après ne pas se tromper. Ça va être très important, je vais dire pourquoi. Hop. Voilà. Pour les stoïciens, en fait, il y a deux étapes dans notre rapport à un objet. D'abord, on a un contact, le tout premier, quand il percute nos sens, c'est-à-dire que je goûte du café, le café touche tout de suite ma langue et je sens un goût. D'accord ? C'est le premier contact, une impression sensible, on appelle ça sensible, on rappelle, ça n'a rien à voir avec le fait d'être fragile ou facilement ému. Non, ça veut juste dire que ça a rapport aux 5 sens. D'accord ? Donc vos sens, vous allez voir quelque chose, vous allez entendre un bruit, vous allez goûter un goût, sentir un parfum. Voilà, ça c'est le premier rapport que vous avez à un objet. Et ensuite, vous allez juger. Par exemple, j'ai un premier rapport avec le café, et je vais faire un jugement, c'est du bon café, c'est du mauvais café, ça a un goût d'orange, de poire, etc., etc. Je vais juger. Ok ? Bon. Et c'est là que les ennuis vont commencer. Puisque si le jugement est adéquat à la chose, c'est-à-dire donc qu'il est vrai, il est appelé de représentation compréhensible. C'est-à-dire que, par exemple, si j'identifie une figure devant moi comme étant un triangle, si elle a bien 3 côtés, si elle est bien la somme de ses angles qui fait 180 degrés, etc., ma représentation de la chose qui est devant moi, par le concept de triangle, eh bien, elle est véridique, elle est adéquate à cette chose-là, et donc les stoïciens l'appellent une représentation compréhensible. C'est-à-dire que c'est une représentation qui a compris, qui englobe, qui prend avec l'esprit la chose en elle-même. Okay, sans rajouter des choses un peu parasites, et on va voir quoi. L'idée, c'est que nos représentations, lorsqu'elles sont fausses, elles vont causer notre malheur. Et que le premier problème qu'on a, et c'est un problème théorique, logique, selon les stoïciens, c'est que, tout simplement, il faut avoir un rapport le plus véritable et adéquat aux choses pour pouvoir éviter le malheur. On ne comprend pas tout de suite, d'ailleurs, j'ai donné des exemples, vous allez tout de suite comprendre. Les représentations compréhensives nous permettent d'entrer dans un rapport véritable à la chose de manière détachée. C'est-à-dire que je conçois la pièce de... Par exemple, une pièce de monnaie, je vais la voir comme étant un morceau de métal. Ça, c'est une représentation compréhensive. C'est-à-dire je vois l'objet tel qu'il est. Peu importe ce qu'il est pour moi. Pour moi, ça va être un morceau de métal, je vais pouvoir échanger pour acheter de la nourriture, etc. D'accord ? Mais qu'est-ce que c'est au fond de la monnaie ? Eh bien, c'est un morceau de métal qui sert à échanger, mais qui n'a pas de valeur en soi. Il a de valeur que parce que les individus qui le regardent lui prêtent de la valeur. Si je vous sors une pièce de franc d'avant, vous en fichez, ça n'a pas de valeur. D'accord ? Pourtant, c'est le même métal. Ok ? Bon. Qu'est-ce qui provoque nos passions selon les stoïciens, hein ? C'est les jugements de valeur illusoires qu'on porte sur des objets. Parce qu'en portant un jugement de valeur sur un objet, vous allez vouloir l'objet ou ne pas le vouloir. Okay ? Selon que ce jugement de valeur est chargé en intérêt ou pas. Bon, on va prendre un exemple. Le fait de considérer qu'une chose a une grande valeur monétaire. Par exemple, les stoïciens, ils se moquent beaucoup des gens qui sont, attachés à un certain type de tissu de couleur pourpre. Vous allez voir, je vais vous expliquer l'histoire, mais à l'époque, le tissu, il n'y avait pas les coloris qu'on a aujourd'hui, et pour pouvoir produire une certaine couleur, il fallait avoir les bons matériaux pour produire la couleur. On n'avait pas les trucs de synthèse. Il fallait trouver dans la nature un animal, une plante,
un minéral qui permette de teindre le tissu. D'accord. Et donc, il y avait des teintures qui étaient plus difficiles à avoir que d'autres. Parce que l'animal ou la plante ou je ne sais quoi, qui sécrétait la substance pour avoir la couleur, cet animal-là était rare. Bon, ben, ce qui est rare, et forte demande, etc. Bon. Dans l'Antiquité, hein, la teinture pourpre avait une très grande valeur d'échange et dans les yeux des gens. Pourquoi? Parce qu'elle était rare. Et donc, comme elle était rare et qu'elle valait cher, elle était signe d'opulence, de richesse et de pouvoir. Et donc, elle était réservée à une élite. Vous voyez la chose? C'est-à-dire qu'on part on part d'une teinture, d'une couleur, et on en arrive à... Il y a des castes dans la société, il y a l'élite et il y a la populace. Et si vous voulez faire partie de l'élite, vous allez vouloir vous procurer du tissu avec cette teinture-là. Et vous allez être fin fou quand vous allez voir... Bon. Et bien en fait, c'est ça en fait. La passion qui est derrière ça, c'est la passion, toutes les passions qui sont liées à l'argent, que sont la volonté d'accumuler de la richesse, comment dire, la volonté de gagner de l'honneur et du respect dans le regard des gens. Le fait de penser que parce que vous allez avoir des habits comme ça réservés à une élite, vous allez être respecté des gens. Bon, le fait de respecter les gens parce qu'ils ont un habit d'une certaine manière, ce qui en soi ne se conçoit pas, puisque normalement, on peut concevoir que le respect c'est la qualité intrinsèque de la personne, c'est pas ce qu'elle a. D'accord, je ne veux pas respecter quelqu'un parce qu'il a une Ferrari ou il s'habille avec du Suprême ou je sais pas quoi. D'accord. Bon, alors pour comprendre cette histoire de pourpre, il faut savoir que c'est le fait que socialement cette couleur soit considérée comme un signe de richesse et de noblesse, ben, ça peut amener des individus à devenir fous pour pouvoir absolument s'en procurer. Partir avec un bateau pour aller pêcher le coquillage qui permet de. Prendre des risques inconsidérables, mettre sa vie en danger par exemple, ou se ruiner pour en acheter, etc. etc. Vous voyez le truc. Donc, il me semble que justement Zénon de Kition, c'est pour ça que je prenais cet exemple-là, mais j'ai oublié de re-regarder. Il me semble que Zénon de Kition, en fait, était marchand de ce genre de truc et qui s'est retrouvé naufragé dans une tempête. Il y a une histoire comme ça, j'aurais dû re-regarder, j'ai pas. Bon. La teinture, elle venait de ce coquillage-là, le murex, là. Et donc, c'était un coquillage qui était dur à trouver et qui, du coup, donnait toute sa rareté et cette demande pour l'objet qui était la teinture pourpre. Bon, voilà. Et donc, concrètement, qu'est-ce qui fait le stoïcisme? Ben, le stoïcisme, il dit, les gens deviennent fous pour pouvoir être bien vus par tout le monde. Ok. Si vous voulez, le coquillage, là, c'est un peu comme le tout dernier iPhone. Il coûte super cher, les gens vont se mettre endettés, ils vont se mettre... pour pouvoir l'avoir et pour pouvoir être bien vu par tout le monde, etc. Bon, ça pose des problèmes d'ordre de maîtrise de soi. Les gens ne se maîtrisent plus, ils veulent absolument. Sauf que c'est qu'un coquillage. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas le bonheur sur terre, quoi. C'est pas bon. Vous voyez le décalage. Eh bien, l'exercice que propose le stoïcisme, puisque j'ai dit que c'était pas qu'une philosophie comme ça qui réfléchissait, c'est aussi des exercices pratiques. Eh bien, un des exercices que la philosophie stoïcienne propose, c'est d'essayer par le discours de dire, de décrire les choses telles qu'elles sont, de manière détachée. Donc, par exemple, ils vont dire, ça c'est Marc Aurèle qui en parle dans l'excellent bouquin Pensez pour moi-même, je vous conseille, que le tissu pourpre, c'est en fait quoi? Bah, c'est du poil de brebis mouillé dans du sang d'un coquillage. Comprenez? Et en disant ça, je m'entraîne psychologiquement à me détacher des représentations sociales comme quoi le tissu pourpre, c'est le paradis sur Terre et que c'est un symbole d'excellence humaine. Non, c'est pas de l'excellence. L'excellence, c'est bien se comporter, faire des actions morales, être généreux, avoir des vertus, faire de la philo. C'est ça. C'est ça la véritable... Le bien véritable. Ok. Le bien véritable, c'est ça. Le bien, c'est pas de posséder ce qui n'est réservé qu'à une élite. C'est juste la... C'est pas de posséder du poil de brebis bouillé dans du sang de coquillage. C'est complètement absurde. Donc en fait, grâce à cet exercice de je me représente mentalement et je dis aussi, j'exprime avec des mots la chose en elle-même. J'ai une représentation compréhensive du tissu pourpre en disant ça. Eh bien, j'ai un rapport plus détaché, abstrait, on pourrait dire, hein,
comment dire, froid et rationnel. Voilà, j'ai un rapport rationnel aux choses, je me représente rationnellement. Non, non, on va pas dire ça. Non, l'élite, ils font HEC, ils font pas de la philo. Bon, je sais pas, je dis ça comme ça. Bon. Euh, les conventions sociales excitent nos passions pour des objets qui n'ont pas de valeur en soi. Et c'est ça que les stoïciens vont condamner au début en disant mais les gens ne se rendent pas compte que c'est pas ça qu'il faut chercher. Faut pas devenir fou avec ce tissu pourpre. Et bon, après ils vont prendre un autre exemple parce que nous, dans la vie, aussi on pourrait prendre les gens quand ils viennent fous avec des vêtements Nike, bon pas trop, ou si quand on voit les t-shirts suprêmes là qui sont à des faibles exemplaires ou les nouvelles chaussures, je sais pas quoi, qu'est-ce que c'est en fait? Ben c'est de l'espèce de truc synthétique euh, qui est qui est cousu par des gosses dans des usines. Voilà, c'est ça quoi. Ouais, avec un symbole, là, une virgule. Y a pas de valeur intrinsèque en fait. Ok. Bon. Euh, on peut faire l'exercice avec un autre. Marc Aurèle, il donne un autre exemple. L'exemple des relations sexuelles. Bon. Euh, les relations sexuelles qui excitent beaucoup de passion en nous, puisque on va devenir fou d'amour, on va vouloir absolument, eh bien oui, faire, faire, faire l'amour, quoi. Bon. Euh, et petite gêne. Et donc on va devenir voilà. Et Marc Aurèle il dit mais on devient complètement obsédé par ça. Mais qu'est-ce que c'est au fond? Qu'est-ce que ce serait qu'une représentation compréhensive de l'acte sexuel? Bon, pardonnez-moi de l'image, ça va être un peu dégoûtant, enfin peut-être dégoûtant, je sais pas. C'est la relation sexuelle, qu'est-ce que c'est? Mais c'est un frottement de ventre avec éjaculation dans un spasme d'un liquide gluant. Voilà. Et une fois que je dis cette représentation compréhensive de la chose, détachée, je, je combats en disant, je combats ma passion qui me forcerait à rechercher absolument une partenaire sexuelle pour satisfaire ma pulsion, ce qui m'empêcherait de faire d'autres choses. D'accord? Puisque ça m'obnubilerait mon, ça me rendrait fou, quoi. Bon. Donc, donner ce genre de définition, objectif, ça permettrait de prendre le contrôle de nos désirs. Prendre du recul, combattre les désirs qui prennent le dessus pour atteindre le bonheur, en fait. Pour empêcher cette passion de nous brouiller le cerveau et de nous rendre malheureux. Quand vous passez vos soirées sur MSN à envoyer des messages à la personne qui vous rend fou, que vous aimez, pour essayer de la séduire, à la place de faire vos devoirs de philo, eh bien oui, vous êtes le pantin, la marionnette de votre désir, et vous n'obéissez pas, vous n'êtes pas en fait libre, vous obéissez à des instincts, des bas instincts, d'accord? Alors, forcez-vous à être stoïcien, forcez-vous à dire, mais non, la philo avant le désir, la philo avant l'amour. Bon, alors, on recommence, on repart. Récapitulons. Le désir est au cœur de plusieurs problèmes, et le premier, pour les stoïciens, le premier problème qu'on voit est le suivant. La passion brouille notre jugement. Elle nous empêche de réfléchir clairement pour voir véritablement et connaître. Bon. Et du coup, la connaissance, elle aide énormément à avoir un rapport vrai aux choses et à soi-même, à être en accord avec soi-même, à être libre. Donc ça, vous pouvez le retenir pour euh, la partie qu'on fera sur la liberté, bien sûr. Hein. Bon. Bien. La passion brouille notre jugement. Le deuxième problème qu'on va avoir, cette fois-ci, je l'énonce avant de vous l'expliquer. Donc ça, c'était le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'il faut se garder de désirer ce qui ne dépend pas de nous. Ça, c'est comment dire, l'enseignement principal de la philosophie stoïcienne.
ne faut pas garder, il faut pas désirer ce qui ne dépend pas de nous. Il ne faut pas vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de ce qui ne dépend pas de nous? Qu'est-ce que... Je comprends pas. Bon, alors... il faut faire la distinction. Bon. Alors, la pensée stoïcienne part du principe qu'on doit connaître le monde physique avant tout. Le monde qui nous entoure avant tout. Et donc, pour les stoïciens, le monde est conceptualisé comme un cosmos. Qu'est-ce que ça veut dire un cosmos? C'est un tout unifié de parties interdépendantes. D'accord? Donc, le monde est constitué comme un tout, et à l'intérieur, il y a des parties, et ces parties-là, avec leur action, permettent au tout de fonctionner. Un peu comme le corps humain, c'est un tout. C'est le corps humain. Mais dans ce corps humain, vous avez des parties qui jouent en équipe pour pouvoir faire tourner la machine. Pour faire en sorte que le tout fonctionne et vive. Ok? Et ces parties, du coup, sont le système nerveux, le système digestif, le système reproducteur, le système... Voilà, ok? Et en tant que système, eh bien, en fait, le système digestif, c'est en lui-même un tout. Les glandes salivaires, l'œsophage, l'estomac, les intestins, etc. Bon, vous voyez? Donc, le système digestif est un tout composé de parties, celles que je viens d'énoncer, qui jouent en équipe pour pouvoir fonctionner, c'est-à-dire digérer. Le système nerveux est un tout, donc tous les neurones, tout ça, qui jouent en équipe, donc composé de parties qui jouent en équipe pour former la cognition. Ok? Bon. Donc mon corps est un tout composé de parties qui jouent en équipe, mais ces parties elles-mêmes sont également des totalités qui sont composées de plus petites parties qui jouent elles-mêmes en équipe. Et c'est un peu comme des poupées russes. Vous savez, une grosse poupée dans une petite... Bon. Eh bien, le monde, c'est ça. C'est que des tout composés de parties qui jouent en équipe pour fonctionner. Et la totalité de ces totalités, c'est le cosmos. Bon. Unifié. Comment on sait ça? Eh bien, la physique, la science physique, elle montre qu'il y a des relations, il y a des lois de causalité entre les événements qui se produisent dans cette totalité. Tout ce qui existe est lié aux autres choses qui existent par des liens de cause à effet. Si je lâche cette tasse, elle va tomber. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi de gravité qui entraîne tout objet à tomber. Okay? Pourquoi est-ce que les arbres sont verts et poussent dehors? Parce que toutes les conditions pour le développement de la graine ont été réunies, les minéraux, le soleil, l'eau, ont permis la photosynthèse, ont permis à l'arbre de pousser, etc. Tout ce qui se produit peut être expliqué par une cause avant qui a produit ce qui s'est produit. Pourquoi est-ce que je suis devant vous? Eh bien parce qu'il y a un confinement. À la télé, là, je suis... à l'ordi. Et pourquoi est-ce qu'il y a un confinement? Parce qu'il y a eu, une mauvaise gestion... Oh merde, j'ai pas le droit de le dire. De l'épidémie en France. Et pourquoi est-ce qu'il y a une épidémie? Parce qu'il y a quelqu'un qui a bouffé un pangolin en Chine. Et pourquoi est-ce qu'il a bouffé? Eh bien parce que, certainement, les wet markets n'étaient pas fermés, et puis bon, il n'a pas trop d'argent, et puis bon, voilà, etc. Pourquoi? Et comme ça, on a une chaîne de cause à effet. Tout ce qui se produit, c'est de cause à effet. Bon. Donc ça renforce l'idée d'un tout. Bon. Mais ça va nous amener à un autre problème. C'est-à-dire que, moi, concrètement, ça ne dépend pas de moi d'être confiné. J'ai pas choisi. Mais il y a une nécessité légale et puis sanitaire. C'est-à-dire, si je peux mourir si je reste pas chez moi. Donc, j'ai pas trop le choix. Bon. Comprendre la chaîne des causes à effet, c'est d'abord comprendre que les événements ne se plient pas à ma volonté. J'avais peut-être envie de sortir, d'aller au resto, de voir des amis. Mais non, la réalité, elle m'a dit non. Parce que la réalité n'obéit pas à ma volonté, elle obéit à un ordre supérieur, cet ordre des causes et des effets. Cet ordre de causalité. Et moi-même, je fais partie de cet ordre-là. Je suis causé. Je suis un effet de plein de choses. D'abord de mes parents, je n'existerais pas s'il n'y avait pas eu mes deux parents. Bon. Et eux-mêmes, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc,
je suis inclus dans une totalité qui me dépasse, qui est supérieure à ma volonté, et qui n'obéit pas du tout à mes désirs. Vous comprenez? Et du coup, on voit la frustration dont il a été question quand on parlait de désir la dernière fois. D'accord? Attention, hein, l'idée c'est pas de dire que tout est déterminé absolument et que l'être humain n'a aucune liberté, puisque en fait, pour les stoïciens, l'être humain a une liberté, au moins, de choix, c'est-à-dire choisir ce qu'il. Puis de représentation mentale, c'est-à-dire faire et choisir ce qui dépend de lui. Bon. Il y a des choses qui ne dépendent pas de moi, mais il y a des choses qui dépendent de moi. C'est pas une. L'idée, c'est pas d'être feignant. En effet, de cette physique, les stoïciens vont déduire une distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Il ne dépend pas de moi d'être confiné. Par contre, ce qui va dépendre de moi, c'est le jugement que je porte sur le confinement. Est-ce que je vais faire que de rager dans mon coin en serrant les poings, en grinçant des dents, hein, c'est n'importe quoi d'être confiné, ça m'énerve, etc. Est-ce que je vais choisir de vivre mon confinement comme ça? Ou est-ce que je vais choisir de vivre mon confinement en me disant être confiné ou non ne dépend pas de moi, qu'est-ce que je peux faire pendant le confinement, quelle est la limite, quelle est la frontière de ce qui m'est possible de faire. Voilà. Et je fais avec les cartes que j'ai, en fait. Avec la main, on appelle ça dans les jeux de cartes. Une main vous a été distribuée. Vous pouvez pleurer sur la possibilité d'une autre main, mais c'est creux, c'est vide. Ce que j'aime bien chez les stoïciens, c'est qu'ils critiquent beaucoup l'idée d'un... Ouais, mais ça aurait pu être autrement. Les stoïciens disent oui, mais non, justement, faut pas penser à ça. Tant que vous pensez à ça aurait pu être autrement, s'il n'y avait pas eu la chauve-souris contaminée qui est mangée, si ils avaient fermé les frontières, si, vous perdez là-dedans, en fait, et vous êtes condamné au malheur. Il n'y a pas d'autre échappatoire. D'accord? Puisque vous inventez un monde qui n'existe pas et qui est contrôlé uniquement par votre esprit délirant. Voilà, donc faut arrêter de créer comme ça des représentations faussées des choses. Ça ne peut pas marcher. Ce qui dépend pas de moi, donc correspond à une chaîne de cause à effet que la science permet de connaître. Ok? Ces causes à effet, je peux pas... Bon. Mais ce qui va dépendre de moi, c'est comment est-ce que je juge ces causes-là, quel rapport j'ai à ça. Il dépend de moi d'agir sur mes représentations, donc l'idée que je me fais de la réalité, mes opinions, mes préjugés. Je peux essayer de travailler pour écarter mes préjugés, et ce qui permettrait d'éviter le malheur et la frustration. Et Descartes, qui a beaucoup lu les stoïciens, reprend un peu, selon moi, la philosophie stoïcienne avec une phrase assez percutante. C'est tout simplement changer mes désirs plutôt que l'ordre du monde. C'est-à-dire que il ne dépend pas de moi de changer le mécanisme de l'horloge qu'est le monde. D'accord? Je ne peux pas changer ça. Par contre, je peux changer mon rapport au monde. Je peux changer d'arrêter de vouloir des choses qui n'arriveront jamais, qui sont improbables, impossibles. Alors, mettons que je désire dessiner un cercle carré. Vous allez me dire, je suis fou. Ma 4 est perdue d'avance, c'est une impossibilité logique, le cercle carré. Donc, il vaut mieux accepter que c'est une contradiction, et puis désirer des choses qui dépendent vraiment de moi. Bon. Il dépend de moi de juger ces effets, de m'en faire une opinion. Bon. Vous pouvez choisir d'avoir une attitude négative par rapport au confinement en disant « Ah, il aurait pu mettre moins de temps, Macron, plutôt qu'un mois de plus, ou on n'aurait pas dû faire comme ça, si on avait eu des masques, si on avait eu des tests, on n'aurait pas été confiné. » Ça sert à rien, on est confiné. Le mieux, c'est de dire « Qu'est-ce que je peux faire dans mon confinement ?» Bon. Des vidéos YouTube. Alors, exemple, la mort est un processus naturel. Un effet de cause connaissable. On sait qu'on va tous mourir. Et on sait qu'on ne peut pas choisir d'échapper à la mort ou non.
C'est vraiment, je peux essayer de travailler sur mon rapport à ce fait inévitable. Est-ce que je vais choisir de passer ma vie à y penser, à en avoir peur, à être toujours, comment dire, à m'empêcher de faire plein de choses parce que j'ai peur de la mort et du coup je fais rien, je fais que de penser à la mort? Ou est-ce que je vais l'ignorer de manière inconsciente, ce qui est aussi un extrême dangereux, c'est-à-dire choisir de ne jamais y penser et me mettre en danger et puis écourter ma vie un peu trop vite? Bon, quel rapport je vais choisir d'avoir sur ma représentation de la mort? Est-ce que je vais en faire... est-ce que c'est l'idée que je vais... Un jour que ma vie va se terminer, est-ce que je vais en faire une force ou une faiblesse? Est-ce que je vais en faire un élan créateur? Est-ce que je vais en faire... ou quelque chose qui va me gâcher la vie, en fait? Ça dépend de moi. Ça. L'opinion que je vais avoir là-dessus. Ok. Par contre, choisir de pas mourir, ça dépendra pas de moi. Hein. Au bout d'un moment, il faudra y passer, quoi. C'est fini, hein. Bon. Mon opinion dépendra de moi et mon bonheur personnel en découlera également. Si j'accepte pas la réalité de la mort, j'ai toutes les chances de vivre malheureux. D'accord. Euh, alors quand je dis accepter la réalité de la mort, ça veut pas dire ne faire qu'y penser non plus. Hein. Mais si je fais que de me dire c'est horrible, je veux pas, je veux pas, je veux pas, ça n'arrivera jamais, tout, enfin, je sais pas. Au bout d'un moment, voilà. Ou si j'essaye justement de ne pas y penser et donc de refuser la réalité de la mort en, en faisant tout et n'importe quoi pour penser à autre chose, c'est aussi un problème. C'est aussi une vie forcément malheureuse. Donc le bonheur dépendra en grande partie de ma capacité à accepter ce qui pardon. Le bonheur dépendra en grande partie de ma capacité à accepter ce qui ne dépend pas de moi. Est-ce que je suis prêt ou pas à accepter que le réel ne dépend pas de mes désirs? Mais également avoir le courage de prendre la responsabilité de ce qui en dépend, parce que c'est très dur. C'est une philosophie qui est très dure, hein, le stoïcisme, c'est de dire, bah, ça dépend de moi. Oui, la critique de Suran est intéressante. On y reviendra peut-être, je sais pas. Moi, je pense que on est d'accord que c'est très facile d'être stoïcien et en bonne santé, sans maladie génétique, sans etc. etc. C'est super simple. Par contre, voilà, il y a des externalités qui sont quand même très handicapantes, qui font que putain. Bon. Mais moi, je pense pas qu'on s'arrange pour être les vrais coupables. Je pense quand même que le stoïcisme, c'est quand même se prendre en main. C'est quand même, au contraire, une philosophie qui est très dure, puisqu'elle responsabilise à fond, je pense. Parce que euh, il va falloir avoir le courage d'affronter l'inéluctable, le courage d'affronter sa propre mort, d'affronter le fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont construites socialement qui n'ont aucun sens, puisque je vais avoir une représentation compréhensible. Donc, je pense quand même que la deuxième partie de la citation, là, oublier que nous sommes les vrais coupables, non, je crois pas en fait. Je crois, là, je serais pas d'accord. Euh, je pense que justement qu'on peut pas être stoïcien et pas avoir cette espèce de gros surmoi de responsabilité, quoi. Je veux dire, j'accepte que tout dépende de moi finalement. Enfin, tout ce qui dépend de moi dépend de moi. Je ne fais plus de faux semblants, quoi. Le bonheur est donc d'abord dans une absence de trouble, donc ce que les stoïciens appellent l'ataraxie. Ça veut dire littéralement la tranquillité de l'âme. Mais ça veut pas dire la paresse, hein, ça veut pas dire être tranquille au sens de rien faire. Au contraire, le stoïcisme, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est pas des gens qui donnent des leçons de morale et sans rien faire. Euh, Marc Aurèle, les pensées pour moi-même, c'est magnifique parce que, eh bien, il s'attaque d'abord à lui-même, à ses défauts. En fait, quand il écrit les pensées, il combat ses propres préjugés d'abord. Il donne des leçons à lui-même d'abord. Et ça, c'est magnifique. Enfin, moi, je trouve ça magnifique.
Parce que justement, c'est ça. C'est-à-dire, il cherche la tranquillité de l'âme, mais en passant par le moment où on n'est pas très tranquille, parce qu'il va falloir faire le tri et le ménage chez soi. Et pas se bercer d'illusions. Il y a une action, il y a une prise de. Il y a un combat, quoi. Il y a une prise de risque. C'est ça que je vois. Je pense que la distinction, ce qui dépend de moi, ce qui dépend pas de moi, elle pose de gros problèmes. Mais on peut pas nier la prise de risque à être stoïcien. Donc, ça signifie pas la paresse et l'inaction. Le bonheur ne peut pas être atteint que dans le fait de faire le bien. Pardon. Le bonheur ne peut être atteint que dans le fait de faire le bien et de ne pas commettre d'injustice, par exemple. Donc on voit ça, l'empereur Marc Aurèle, qui avait eu une éducation philosophique et qui a essayé de conduire la politique justement en étant le plus droit possible. Et lisez les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, c'est magnifique. Et justement, il explique à quel point c'est dur d'être empereur, d'être au centre de décision, tout en étant stoïcien. Et en cherchant à faire le bien, jamais de commettre d'injustice. Et il regrette beaucoup d'avoir été empereur pendant une période très tumultueuse où il y avait beaucoup de campagnes de guerre. C'était très compliqué pour lui d'accepter ça. Et le bouquin est magnifique, ça se lit très bien, c'est des petits paragraphes comme ça, vous feuilletez ça, vous n'avez rien d'autre à faire. Bon, allez lire du Marc Aurèle, c'est gratuit. Alors, pour atteindre cette ataraxie, il faut éviter les malheurs. Et pour ceux que l'on ne peut pas éviter, il faut les accepter et s'y préparer. Donc l'ataraxie, c'est une définition qu'on appelle négative du bonheur. C'est l'idée que on va pas définir le bonheur comme quelque chose en plus de la vie neutre, de quelque chose de neutre. Le bonheur, c'est ne pas avoir de malheur. Et pas commettre d'injustice. C'est surtout ça. D'accord bon. Et comment on fait puisque je vous ai dit que c'est pas que de la théorie, c'est aussi des actions, de la pratique. Comment on fait pour éviter le malheur et l'accepter? Bon, eh bien, on peut d'abord s'y préparer en se confrontant au monde dans sa nature changeante, puisqu'on a dit que le monde était un tout régi par des lois, mais il y a comme ça cette succession de cause à effet qui font que le monde est en mouvement. Et donc, Marc Aurèle écrit dans Les Pensées pour moi-même, comme toutes choses se transforment les unes dans les autres, acquiert une méthode pour le contempler. Concentre sans arrêt ton attention sur cela et exerce-toi sur ce point. Donc là, Marc Aurèle donne des exercices, il donne des TP, d'accord, des travaux pratiques. Et il suffit pas juste de recopier ce que le prof dit et de l'apprendre par cœur, il faut aussi se bouger et contempler la nature qui est faite eh bien de génération et de dégénération. Une fleur qui pousse et qui fane, ça nous renvoie à la mort, par exemple. On peut renvoyer à Héraclite aussi, je ne sais plus si on l'avait vu en cours, c'est un philosophe qu'on appelle présocratique, donc qui était avant ces grandes écoles-là en Grèce, et qui nous a laissé des fragments dans lesquels il dit tout coule, où on se baigne pas deux fois dans le même fleuve. Hein. Ça veut dire que si on regarde un fleuve, eh bien, il change perpétuellement, en fait. D'accord ? Quand bien même on le nomme toujours le Rhin, ben, en fait, c'est jamais le même Rhin à chaque instant. Et le fait de s'exercer à contempler cette transformation perpétuelle de la nature, que ce soit dans la fleur qui pousse et qui fane, bonjour, ou dans, je sais pas moi, un enfant qui grandit, le fleuve, l'interdépendance des parties, genre les abeilles qui butinent le nectar et qui le transforment en miel, bon, etc., etc. Toutes ces transformations-là, en s'exerçant à les contempler, eh bien, d'abord on se confronte au monde, on essaie de le comprendre un peu mieux. D'ailleurs, on comprendrait par exemple comment on fait le pourpre avec du coquillage et des poils de brebis, d'accord? Donc ça permettrait de revenir à l'exemple qu'on avait donné. Donc ça c'est pas mal. Et ça permettrait de voir qu'on est dans un tout, et qu'on est une partie du tout, et voir comment un système fonctionne. Un système, c'est cet ensemble de parties qui jouent ensemble, donc je vous avais dit, hein, qui est au même jeu, pour pouvoir faire fonctionner tout. Donc en fait, contempler avec méthode
et s'exercer à bien se concentrer sur les transformations de la nature, c'est aussi voir cette horloge qu'est la nature et regarder ses rouages et apprendre à faire partie de ce tout. D'accord ? Apprendre à voir ce qui ne dépend pas de moi, apprendre à voir... Bon, vous avez compris la truc. Donc c'est d'abord se confronter à la nature changeante du monde. Voilà. Oui, Craig, promis, je ferai ça. Le Discord a changé. Ou bien, et ça c'est un autre type d'exercice intéressant, en se préparant mentalement au malheur futur possible. Donc là je lis encore Marc Aurèle, hein. Ils ne fléchissent pas sous les coups du sort parce qu'ils en ont calculé à l'avance les attaques. Car parmi les choses qui arrivent sans qu'on le veuille, même les plus pénibles sont allégées par la prévision. Attention, il dit bien allégées. Il ne s'agit pas de dire que le fait de penser qu'on va mourir un jour, bah ça y est, on n'est plus triste que ça arrive à nos proches ou à notre propre fin, etc. Bon, ça veut pas dire ça. C'est-à-dire que, en fait, en étant préparé, on a moins le coup de surprise et c'est un peu comme si vous voulez. L'idée, c'est d'exercer son esprit. Les stoïciens, ils parlent d'un souffle. En fait, l'esprit, spiritus, ça veut dire souffle littéralement en latin. Et je sais plus trop en grec, l'âme, non, c'est psyché. La psyché en grec, ça veut dire le souffle, voilà, c'est ça. Et donc eux, ils le prennent comme quelque chose de littéral. Pour eux, l'âme, c'est vraiment un souffle. Et donc c'est comme quand vous allez à la salle et que vous musclez, vous allez, vous entraîner à soulever des choses, des charges, et vous allez développer votre masse musculaire, vous allez développer votre corps. Eh bien, l'âme, c'est pareil. Elle doit être musclée. Et il faut muscler son souffle, il faut entraîner son souffle. Et comment est-ce qu'on l'entraîne ? Eh bien, en faisant advenir dans sa tête des images d'un futur probable, d'accord, d'événements possibles, justement en ayant regardé la nature, vous êtes préparé à des changements, vous avez vu qu'elle pouvait être changeante, et en essayant de prévoir l'imprévisible, ce qui est un peu impossible, mais bon, peut-être justement on peut les attaquer là-dessus en disant que ça sert à rien, c'est juste à se faire du mal pour rien, puisque ce qui nous tombera sous le coin de la figure n'aura jamais été ce sur quoi on se serait préparé. Ça, c'est un peu une attaque possible, une limite de cette de cette thèse. Mais c'est quand même intéressant. Et qu'il y a des exercices pratiques pour être heureux. Bon. Enfin, pour plutôt ne pas être malheureux. C'est ça l'efficient négative du bonheur. Ainsi, pour résumer ce qu'on a vu, le désir est au cœur de plusieurs problèmes pour les stoïciens, puisque la passion brouille notre jugement, il faut se garder de désirer ce qui ne dépend pas de nous, et le bonheur est dans l'absence de troubles de l'âme. Voilà pour résumer. D'accord ? C'est la recette stoïcienne. La recette stoïcienne du bonheur. Bien. J'espère que c'était assez clair. On en a terminé avec cette partie pour aujourd'hui. Donc, portez-vous bien. La semaine prochaine, on refait pareil, juste le jeudi. Ok ? Bonnes vacances. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you the people have the power to create machines, the power to create happiness. You the people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power, let us all unite.
you like? You like? You like? You like? You like?